So the question is, what is a violent philosophy? It is a 10-page dissertation that I wrote for my finals for La literature, and it was based on the subject Poésie et philosophie. So this video is going to be segmented into two parts. One is I'm actually going to read you my introduction and then with the subtitles at the bottom. And the fun thing about this is that I was able to go and consult my paper, so I have my tutor's overall remarks. And the second part is going to be the rest of my dissertation after the introduction, and it's going to be accompanied by images and video that I took at the Rothko exhibition at La Fondation de Louis Vuitton. So yeah, I'm really proud of this assignment, like genuinely really proud, because I finished it. If you watch my video on me prepping it and me going through the exam, I felt really proud of myself after, went for a 3-hour walk, got some ice cream, and to have it kind of resonate and be in harmony with the world, with the institution, is really nice. So I hope you enjoy it as much as I did writing it. So to begin, my tutor basically said, intro très riche. Oh, actually, even before that, he said La poésie n'est pas analysée en intro, and he cancelled it out. And this is like how much like your existential academic life is based on the perspective of your tutors. But we can say that with anything that requires administration in life. But yeah, so he changed his mind and he started with intro très riche et assez bien structuré, mais dont il faudrait simplifier la conceptualité d'entrée des jeux, I don't know, that's a scribble. Ah, okay, les jeux très riches et lourds. So a very rich introduction, aussi bien is not like good, but like well constructed, but that you should learn how to simplify the conceptualization of the introduction of enjeux, like the jeux, so the things that are at stake. Très riche et lourd. So it's really rich but heavy. Réflexion cohérente dans son originalité et bonne matrice des références, notamment Platon, Sartre et Bergson. Coherent reflection in its originality and good mastery of references, notably Plato, Sartre and Bergson. Il convient simplement de tenter de clarifier davantage définir les concepts opératoires de votre réflexion et de marquer de manière pédagogique vos transitions. So what is left to kind of do is just to try to clarify and define more the operatory concepts and your reflection, and mark in a more pedagogic is like something that people can follow you better, like something it's about explanation and teaching style. Do that better with your transitions. So I guess, which is something that I'm definitely learning, because it's like I can only conceptualize and communicate the way that I see things, and I just have to learn how to speak other people's language, which is the whole point. But in the end he wrote, en tout cas, un devoir intéressant qui se démarque. But in any case, globally, an interesting work that stands out. So yeah, that is the overall critique, and let us begin. Dans Le théâtre et son double, 1938, Artaud déclare que la poésie est anarchique dans la mesure où elle remet en question toutes les relations d'objet à objet, les formes à leur signification. Cette déclaration met en question la légitimité même de la philosophie en tant que fondement de notre connaissance. So he wrote, pourquoi cela? Monsieur, j'arrive. La philosophie se cantonne à la résolution des questions existentielles par rapport à l'humanité. Pourtant, cette résolution ne constitue pas un aboutissement où ces contributeurs qui critiquent ceux qui les précèdent et à son tort sont critiqués par ceux qui les poursuivent. Autrement dit, leurs réponses à nos questions existentielles sont analysées et de cette manière, elles sont remises en question à perpétuité et donc ne sont pas définitives. Cette volonté de remettre en question ces croyances fait la première distinction entre les sophistes et les philosophes. Le mot sophiste qui a une dérivation du verbe sophizo qui signifie instruire ou faire apprendre. Cependant, la philosophie est dérivée du mot philosophia qui signifie un amour de la sagesse. La deuxième distinction entre les philosophes et les sophistes est la prudence. Le sophiste a pour but l'efficacité de la persuasion, de convaincre, et de l'autre côté, le philosophe se dirige selon la vérité et la justesse. Dit simplement, le sophiste cherche à dominer ses locuteurs en les convainquant par la maîtrise de la connaissance, et le philosophe se prend comme à la fois enseignant et chercheur de la connaissance.
Donc, en faisant cette distinction, peut-on dire que la poésie questionne la légitimité non celle de la philosophie, mais plutôt du dogmatisme des sophistes? Here he wrote a question intéressante, mais amenée de manière trop vite. It's an interesting question, but we came to it too quickly. Autrement dit, la poésie et la philosophie sont-elles complémentaires? Okay, and I'm just gonna say, like, usually it's good enough. It's like a page and a half of an introduction, but I wasn't done. Dans le cahier de Léonard de Vinci, la curiosité est décrite en tant que simultanéité entre deux émotions, la crainte et le désir, devant une caverne mystérieuse et menaçante. Cette crainte n'implique pas le philosophe qui ne cherche pas de maîtriser ni la connaissance ni ses locuteurs. Autrement dit, il n'y a pas à craindre si l'esprit est ouvert à l'apprentissage de la totalité des choses, sans hiérarchie entre ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas, c'est-à-dire son attachement à une fixité liée à une peur de relever la perte ou dépossession du contrôle sur le monde. Dans la même œuvre, Atto constate que si c'est une époque de la confusion, je vois à la base de cette confusion la rupture entre les objets et les paroles, les idées et les signes qui sont en la représentation. Autrement dit, la crainte du mystère ne provient pas du vide, mais l'incapacité de discerner entre la réalité et l'illusion, l'être et le non-être, par notre défaillance d'assigner les concepts aux objets. Donc, pour revenir à l'idée de la légitimité de la philosophie, la poésie ne s'agit-elle le milieu substrat de la connaissance dans la figure où la philosophie puisse réexaminer tous ces concepts sans contradiction? So he wrote here a bonne question, peut-être peu clarifiée en la reformulant. Maybe you can clarify it in a reformulation. Autrement dit, la poésie étant une substance fictive, elle est autonome de sa correspondance fidèle avec la réalité. Par conséquent, ne relève-t-elle pas d'une forme de liberté de réflexion sans crainte de l'inconnu ni contrainte du connu? Le revers de la médaille de la curiosité est le désir, selon Da Vinci, de savoir si la caverne menaçante recelait quelque merveille. La poésie qui hérite sa connotation du mot mimesis grec qui signifie limitation. Pourtant, pour un être rationnel et donc libre de la loi de la nature comme nécessité, l'imitation n'implique pas seulement des gestes auprès d'un modèle, mais également librement auprès de ses désirs grâce à l'imagination. On peut donc faire la distinction entre agere, agir, après un modèle concret et objectif, et facere, faire, après notre imagination abstraite et ses conséquences effectus, effet, et opus, œuvre. De cette manière, dirigée par la curiosité, la poésie ne s'agit pas d'une simple contre-coup, en effet, mais une création, un opus, une repossession de son rapport direct avec la vie par l'étonnement. Or, si le but véritable de la philosophie est l'apprentissage, comme tel de nier la création qui, à première vue, semble déraisonnable ou non-sens par rapport aux normes, un norme ou une culture est simplement les habitudes d'une certaine époque ou zeitgeist, l'esprit de temps. La légitimité au caractère essentiel d'une norme est nettement clarifiée par la distinction entre le futur et l'avenir. Le futur est la continuité familière d'une certaine structure projetée dans un temps à venir. L'avenir est le prochain. Ce qui va venir ensuite, c'est la divergence du présent, c'est la rupture avec l'histoire, voire une création anti-historique. Donc, selon la caractéristique de la curiosité qui privilège l'entendement sur le nom et l'apprentissage, le désir de repossession de la véritable vérité en la remettant en question sur la maîtrise, qui est la crainte d'être dépossédé de ses croyances acquises, existe-t-il vraiment une antimonie entre la poésie et la philosophie? Autrement dit, la poésie s'agit-elle simplement d'une activité de la philosophie? So, these are my 3 parts. Dans un premier temps, on abordera la poésie en tant que philosophie idéale qui est conforme à l'ordre de la nature et nous amène vers une vie heureuse. Dans un deuxième temps, on mettra en exergue la poésie comme une philosophie monstrueuse qui va à l'encontre de l'humanité. Et finalement, dans un troisième temps, on arrivera à la conception de la poésie qui nous libère en tant que philosophie violente, émancipatrice. So yeah, that was my introduction. I hope you enjoy the rest of my dissertation, and I'll talk to you soon. Bye.
La poésie est une philosophie idéale. La poésie bien menée et bien dirigée par la raison prend une place estimée dans la cité grecque. Les poèmes d'Homère sont les plus respectés chez Platon pour sa capacité d'imiter fidèlement la nature sans perdre sa qualité à la fois éducative et plaisante, le rythme, la mélodie, etc. Autrement dit, la poésie n'est qu'un instrument pour éduquer les citoyens de la cité, puisque une tragédie sérieuse est celle qui est conforme à la symétrie proportion de la nature. Cet art est digne bénéfique pour renforcer la raison de l'âme. La symétrie de la nature signifie la fidélité à la vérité. Dans la mesure où les représentations produites et présentées, les poèmes ne sont pas déformés par l'excès ou la dégradation en faisant tromper un aspect du fait pour sa totalité, c'est-à-dire en représentant une illusion pour la réalité, en être à la place de l'être. Or, si la cité n'est qu'un ensemble des âmes, la cité risque de perdre son essence qui est la justesse lorsque les âmes des citoyens sont corrompues par les passions découplées par les représentations trompeuses. Dans les lois, Platon décrit un échange entre le gardien de la cité et les tragédiens étrangers. L'idée, c'est que si les lois qui règlent les œuvres sont conformes aux siennes, ils sont permis de les partager dans leur cité. Cela souligne que les poésies sont réglées par la raison qui, à son tour, est dirigée par la vérité et la justesse. De cette manière, la poésie a une relation transparente avec la raison et même si elle comprend les mythes tels que des fictions, en suivant les règles rationnelles, elle se prend comme instrument de la philosophie qui nous amène vers une cité juste, c'est-à-dire l'idéal. Étant donné que l'homme est un être rationnel, cet aboutissement n'est qu'un fait naturel. Dans la politique, Aristote décrit l'homme en tant que l'animal politique de la cité. Autrement dit, son existence nécessite d'une manière naturelle qu'il mène une vie heureuse, celle qui est réglée par la raison. De la même manière, les règles poétiques, la poésie, font en sorte que les poèmes sont dignes beaux s'ils parviennent à représenter la totalité d'une manière ordonnée et bien taillée en concordance de la capacité de la mémoire humaine. Autrement dit, la poésie est idéale tant qu'elle est réglée par ce qui est naturel dans le but de conserver ce qui est naturel. Pourtant, si idéal est naturel, la philosophie n'est-elle pas redondante? Or, si tout est expliqué par la nature, il n'y a pas de questions ni à poser ni à résoudre. Autrement dit, n'est-il pas réducteur de combler la nature et l'idéal, c'est-à-dire de méprendre une norme comme réalité? Il faut remettre en question l'idée de la norme en tant que l'habitude répétée. Dans l'idée de la nature dans la politique Aristote, Lloyd s'interroge sur le moment où une habitude devient une norme. Le mot latin habitus provient de exein, se comporter, et ekrein, avoir. La répétition fréquente de se comporter, disposition, selon ce qu'on a, l'idéal comme direction, est ce qui nous donne une norme, qui se cache derrière l'illusion qui se porte comme la véritable nature. Donc, en écartant de l'habitus, la poésie s'agit-elle un produit d'un être étranger de la norme, c'est-à-dire un monstre? La poésie est une philosophie monstrueuse. Il y a deux dérivations du mot de monstre. Monstrate, ce qu'on montre, et montare, celui qui montre. Donc, d'une première optique, quelque chose qui a pour caractère étrange ou bizarre est digne monstrueuse. Dans la critique de la faculté de juger, paragraphe 17, Kant définit le caractère comme un écart de la norme. De cette manière, on prend une chose soit par la première connotation comme monstrueuse, par son caractère non normatif, soit par la deuxième dénotation, celle de celui qui montre la norme. Pourtant, il existe une tension entre ces dualités. Dans la même œuvre, paragraphe 46, Kant définit das Originalität ou l'originalité en tant que génie qui suit son imagination qui est réglée a priori par les règles de la nature. Et par conséquent, il n'est pas capable d'expliquer ces méthodes qui est hors de la norme. De cette manière, même avec une optique neutre de ce qu'il s'agit d'un monstre, il faut remarquer qu'être trop original risque d'être classé comme incompréhensible
ou à la limite déraisonnable. L'idée de égarer de la norme remet en question la relation entre l'humanité et l'idéal ou l'absolu. Or, qu'est-ce que distingue une norme dirigée par l'idéal et le quotidien? Autrement dit, en suivant la norme, dirige-t-on vers l'idéal ou demeure-t-on dans la médiocrité, voire la lâcheté? Dans la Médée de Sénèque, les actes de Médée sont dignes néfastes, des vengeances atroces ou sauvages, et donc on les juge comme se comporter contre l'humanité. Et pourtant une optique de l'absolu, jacent et ingrat. Autrement dit, il a choisi le choix de l'humanité d'une manière où il se cache derrière de la temporalité humaine, c'est-à-dire notre capacité de oublier. Jacent a oublié ses engagements en tant que mari de Médée et également les sacrifices qu'elle a faits en tant que sa femme. Donc, Médée s'agit-elle d'un monstre contre l'humanité, ou ce qui montre la puissance de l'absolu en faisant un anti-mariage avec un traître, en tuant ses enfants? Selon ces deux optiques du monstre, ce qui égare de la norme ou l'humanité n'indique pas une démarche dépourvue de la raison ni du sens. La poésie, tant qu'elle suit l'idéal en tant que l'absolu, sans peur de se débarrasser du norme quotidien, fournit une philosophie, certes monstrueuse, mais en contraste enrichissante pour la pensée humaine. Pourtant, ces contrastes, ne s'agit-il pas d'un acte anarchique, sans règle légitime au sens quotidien et commun, extrême, voire superflu? Dans Réflexions sur les œuvres grecques en peinture et en sculpture, Winckelmann dénonce les artistes qui figurent les œuvres comme une âme, comme une comète qui s'écarte leur orbite et une figure qui perd son sens de gravité. Autrement dit, qu'est-ce que distingue un génie et un anarchiste? Une personne de valeur, ce qui est nécessaire, et un perturbateur. La poésie est une philosophie violente, émancipatrice. Dans l'exemple de Médée de Sénèque, on a vu la tension entre la puissance ordonnée de la norme quotidienne qui fait en sorte que ceux qui la subissent sont estimés lâches par rapport à ceux qui suivent la puissance absolue en tant que la totalité qui échappe à la temporalité qui limite les êtres humains. Et pourtant, comment fait-on l'abstraction de notre condition matérielle en la vivant? Autrement dit, si on ne parle pas de l'extrême de la puissance absolue, comment peut-on émanciper la norme concrète pour faire la distinction entre la véritable nature et celle qui a été prescrite par l'habitus en tant que naturel? Pour tisser l'être et le devoir-être, ce qui est et son idéal, il s'agit d'une médiation à la fois philosophique et poétique, c'est-à-dire d'utiliser notre faculté qui réfléchit, l'utilisation de notre raison. En réfléchissant sur le monde immédiat, cette réflexion même s'agit d'un instrument qui met une distance entre nous et le monde en tant que réalité confuse de ses normes et sa nature. L'imagination selon Sartre est la faculté de nier la réalité. Cependant, la négation n'est pas une substitution où on perd la vue totale de la réalité, mais une suppression de ce qu'on ne s'intéresse pas, c'est-à-dire la norme. Donc qu'est-ce que la littérature? Pourquoi écrire? Sartre affirme le caractère anti-historique de la littérature. C'est avec la négation qu'on se libère. On se débarrasse de l'oppression concrète du monde confus, de la singularité dans certains zeitgeists pour arriver à une universalité absolue. La poésie est donc une activité qui ne comprend que la mise en conflit entre la raison et l'histoire. De cette manière, un génie derrière son poème ne se consomme pas une activité perturbatrice, mais émancipatrice. Pour rendre plus clair la valeur de ces conflits apportés par la poésie, il faut examiner deux différentes formes de composition de la littérature. Dans les deux sources de la morale et de la religion statique,
Bergson affirme que la première composition comprend une augmentation de la pensée humaine tant qu'elle contribue au réceptacle collectif de savoir de la société, c'est-à-dire elle affirme ou augmente ce qu'on sait déjà. En revanche, la deuxième composition est faite par ce qui perçoit au-delà de la perception habituelle ou immédiate du monde, au-delà de l'habitus. Par conséquent, cette personne se tâche de créer des mots et des signifiants qui n'existent pas à cause du manque intérieur. Or, les descriptions ne précèdent pas les faits, autrement dit, rien ne précède la création. Et pourtant, sa tâche ne s'arrête pas à la création, mais à les faire rencontrer avec les mots, les concepts, les représentations déjà créées qui comprennent la norme existante. Il faut donc violenter les créations réglées par la lucidité de la raison contre la fixité de la vie quotidienne de l'histoire. Cette violence nécessaire est donc ce qui n'enrichit que la pensée humaine, mais l'humanité. Pour conclure, on a abordé la conception de la poésie en tant qu'une philosophie idéale qui fait apparaître la confusion entre l'habitus et la nature. Selon ces chemins, on a mis en exergue la monstruosité poétique comme contraste enrichissant qui saccade la norme quotidienne au nom de l'idéal absolu. Finalement, en tissant l'habitus par la négation de l'imagination lucide et rationnelle, on arrive à une conception de la poésie en tant qu'une activité violente, nécessaire et émancipatrice. Donc, si la philosophie engendre des résolutions à nos questions existentielles, la poésie engendre des dites questions.